Le 23 octobre 1956, à Budapest, la jeunesse étudiante hongroise se soulève contre le régime communiste et la mainmise de Moscou sur le pays. En peu de temps, la révolte se transforme en révolution et un nouveau gouvernement est proclamé, promettant des réformes démocratiques, la fin de l'autoritarisme et la libération du joug soviétique. Mais 15 jours plus tard, l'URSS envoie ses troupes mater la rébellion avec violence, annihilant les espoirs démocrates hongrois et réaffirmant l'arché soviétique en Europe de l'Est. Cet épisode de la guerre froide fut un moment marquant, permettant à de nombreux capitalistes comme communistes de comprendre que l'URSS est bel et bien une puissance impérialiste. Même si la Hongrie est un pays indépendant et techniquement un allié de l'Union soviétique, tout changement ne plaisant pas au Kremlin sera puni. Le pacte de Varsovie, sous couvert d'une alliance militaire et idéologique, est en réalité plus proche d'un empire. Ce système d'empire de l'ombre n'est pas nouveau. Il y eut à la même période la France-Afrique, la doctrine du Big Stick aux Amériques, le système des sociés à Rome, ou encore la Ligue de Délos dans l'Athènes antique, dirigée d'une main de fer par un homme, Périclès. Ça peut paraître étonnant, car quand on pense à Périclès, les premières choses qui nous viennent en tête sont le pouvoir du peuple, les grands discours sur l'agora, l'Athènes des philosophes et poètes, ou encore la résistance face à Sparte et aux Perses. Pourtant, aux côtés des réformes démocratiques se cache un homme politique plus nuancé, qui en 40 ans de règne incontesté a transformé une alliance militaire hellénique en un véritable empire athénien, réprimant toute tentative d'indépendance avec la plus grande violence. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous verrons l'histoire du fondateur de la démocratie et de l'empire athénien, Périclès. Périclès naît vers 495 avant Jésus-Christ, dans l'œdème de Cholargos, à Athènes. Comme la plupart des grands hommes politiques athéniens, Périclès est issu de deux grandes lignées. Il est le fils de Xanthippe, homme politique et rival de Thémistocle, ainsi que d'Agaristée, nièce du réformateur Clystène et membre de la dynastie eupatride des Alcméonides. La jeunesse de Périclès est relativement calme, ce dernier préférant l'étude et la compagnie de philosophes et d'artistes aux apparitions publiques. Sa carrière politique ne commence que vers la moitié de sa vingtaine, en 472, lorsqu'il présente une pièce d'Échille en tant que chorège, une forme d'évergétisme obligatoire qui consiste à financer intégralement la pièce au profit des citoyens. Cet acte est politique pour deux raisons. Périclès s'impose comme une des plus riches personnalités de la cité, et il offre un spectacle aux citoyens de sa propre poche, une façon très courante de gagner les faveurs du peuple dans l'Antiquité. Le premier grand ennemi politique de Périclès est Cimon, figure du camp conservateur et fils du grand stratège athénien Milsiade. En effet, Périclès aurait été proche de Thémistocle, le même qui fut le rival de son père, et qui fut ostracisé par Cimon et ses alliés. En 463, Périclès mène l'accusation contre Cimon, suspecté d'être un agent de Sparte. Bien que ce dernier fût acquitté, cela prouve que Périclès possède déjà une très grande influence dans les années 460. Il obtiendra finalement son ostracisme en 461, éliminant son adversaire politique pour de bon. À ce moment-là, la faction démocratique dirige sans partage la cité, et Périclès est le numéro d'Athènes derrière le chef démocrate et héros des guerres médiques, Éphialtès. Les deux profitent du boulevard politique pour réformer l'aéropage, un conseil aristocratique qui s'était emparé de nombreux pouvoirs pendant les guerres médiques, et redistribue ces derniers à la Boulée et à l'Ecclésia. Mais la même année, Éphialtès est assassiné, laissant Périclès seul maître de la cité. Périclès entame donc sa longue domination de la vie politique athénienne, et se fait élire stratège la même année, fonction qu'il conservera de manière quasi discontinue jusqu'à sa mort, un fait rarissime. Pour comprendre les idées politiques de Périclès, il faut reposer les bases de la démocratie athénienne classique. Athènes est une démocratie patriarcale, où les citoyens votent les lois directement, contrairement à une démocratie représentative comme la nôtre. Pour ce faire, les Athéniens ont deux chambres. La Boulée, un conseil de 500 citoyens tirés au sort qui prépare les lois et administre la cité au quotidien, et l'Ecclésia, l'assemblée qui vote les lois, élit les stratèges, décide de la gestion financière de la cité, et traite de tout ce qui est diplomatique ainsi que de la guerre. Deux camps politiques s'affrontent alors. Les oligarques, qui estiment que la cité doit être dirigée par une élite financière ou une élite intellectuelle, et les démocrates, qui souhaitent conserver ou renforcer les pouvoirs populaires. Périclès, comme son grand-oncle Clystène, est un membre du camp démocrate, et toute sa politique intérieure se concentrera sur la démocratisation des institutions athéniennes. Pour ce faire, Périclès va permettre un renversement de pouvoir en faveur des chambres, réaffirmant les compétences économiques et administratives de la Boulée, et va transférer les compétences diplomatiques et intérieures de l'aéropage à l'Ecclésia. Pour permettre à toutes les classes censitaires de voter, Périclès va créer le mistos, une indemnité de participation à l'Ecclésia et à l'Héliée permettant aux plus précaires de ne pas perdre d'argent malgré la journée de travail manquée. Il mettra également en place une nouvelle loi sur la nationalité athénienne, disant que seul l'enfant de deux citoyens athéniens en devient un lui-même.
En parallèle, Périclès mènera une grande politique de patronage des arts à Athènes, soutenant des artistes légendaires comme Phidias, Sophocle ou Hérodote, et entamera de grands projets de construction, le plus célèbre étant le Parthénon sur l'Acropole. Ce Parthénon, dédié à la déesse Polia d'Athéna, accueillera plus tard le trésor de la Ligue de Délos. Mais pourquoi le trésor de la Ligue irait de l'île éponyme au centre d'Athènes? Bon, avant toute chose, c'est quoi cette alliance dont je vous parle depuis le début? En 499, des cités grecques de Ionie se révoltent contre la domination perse sur leurs terres. Par solidarité envers leurs frères hellènes, plusieurs cités de la Grèce continentale, dont Athènes, partent aider les révoltés. La révolte échoue finalement en 494, et le roi des rois de Perse, Darius, prend très mal l'interventionnisme grec qu'il voit comme une nuisance. Pour lui, pas de doute, il va falloir mettre à genoux la Grèce pour être tranquille. Après une première tentative d'invasion avortée en 492, Darius part finalement pour la Grèce 2 ans plus tard, bien aidé par les Grecs alliés ou vassaux de la Perse, comme la Macédoine ou les cités de Thrace. Si les Perses avancent rapidement au début, ils commettent rapidement une erreur lors du débarquement de Marathon, où l'armée perse affronte les hoplites de Miltiade sur une plaine, terrain qui leur est tactiquement défavorable. Si la victoire glorifie Athènes aux yeux du monde grec, la Perse ne la voit que comme un contretemps, et part s'occuper d'une révolte en Égypte. Ayant succédé à Darius, Xerxès décide de venger ce qu'il voit comme une humiliation, et se prépare à envahir de nouveau la Grèce. Les préparatifs s'annoncent prometteurs, et plusieurs cités grecques, dont la rivale d'Athènes Thèbes, rejoignent le camp perse. Orphelins de Miltiade, les Athéniens sont divisés entre plusieurs factions politiques. Et c'est finalement Thémistocle qui prend les rênes en ostracisant Xanthippe et Aristide. Grâce aux mines du Laurion, Thémistocle entame la construction d'une grande flotte de trières en 483, qu'il estime nécessaire à la protection de la Grèce et de la cité. À l'aube de la guerre, la majorité des cités grecques s'accordent sur la nécessité d'une alliance temporaire face à la menace perse. La nouvelle puissance maritime athénienne s'allie avec la vieille puissance terrestre spartiate, et le commandement de l'alliance est confié à l'un des deux rois lacédémoniens, Léonidas. Au début, tout roule pour les Perses. Ils descendent tranquillement en Grèce, gagnent aux Thermopyles en tuant Léonidas, et arrivent même aux portes d'Athènes qu'ils incendient. Mais finalement, dans le détroit de Salamine, le génie tactique de Thémistocle permet à la flotte athénienne de battre la flotte perse. Mais le gendre de Xerxès, Mardonios, décide de continuer le combat et occupe à nouveau Athènes. En réponse, le régent de Sparte et neveu de Léonidas, Pausanias, mène la coalition grecque et bat une fois pour toutes les Perses à Platée, où Mardonios est tué. C'est le dernier grand acte des guerres médiques. Un an après Platée, en 478, Athènes décide de créer la Ligue de Délos, une alliance militaire principalement navale, ayant pour but de protéger les cités grecques de toute nouvelle menace à venir. Un fonds commun, le Phoros, est mis en place en parallèle des dons de troupes et de navires à Délos, une île sacrée, pour financer la flotte. Si la Ligue sert au début à harceler les Perses en Asie mineure, Athènes va vite voir en l'alliance un outil bien plus intéressant et prometteur, et petit à petit, l'empire athénien prend forme. Qu'on se le dise tout de suite, l'impérialisme athénien n'est pas dû exclusivement à Périclès. Thémistocle est ostracisé en 471 et remplacé par Cimon à la tête d'Athènes. Sous sa direction, la Ligue de Délos prend un tournant beaucoup plus autoritaire. Naxos se révolte en 471 contre la domination athénienne, et après un siège difficile, elle est forcée de détruire ses murs et sa flotte. Après qu'Athènes ait fondé une colonie près de ses mines, Thasos quitte la Ligue en 465 pour protester contre la menace athénienne contre son économie. Les Athéniens répondent avec encore plus de dureté. Ils détruisent les murs, imposent un tribut, et s'emparent également des mines, des navires et des terres de la ville. La destruction des murs est un geste certes symbolique mais surtout pragmatique. Sans fortification, la cité dépend entièrement de la Ligue. Après l'ostracisme de Cimon et la mort d'Éphialtès, c'est Périclès qui prend la tête de la Ligue, et les choses ne vont pas s'arranger pour les cités alliées d'Athènes. Premièrement, le rôle de la Ligue de Délos change. Il ne vise plus à protéger la Grèce d'une invasion barbare, mais plutôt à concurrencer l'influence spartiate chez les Hellènes, s'alliant même avec la rivale historique de Sparte, Argos. Deuxièmement, ce qui était une simple domination athénienne de l'Alliance prend un tournant impérialiste, la première grande décision dans ce sens étant de transférer le trésor de la Ligue de Délos à Athènes en 454. Athènes se permet même de refuser tout autre don au trésor que de l'argent, argent dont elle a le contrôle absolu comme le démontrera Périclès en construisant le Parthénon avec l'argent de la Ligue. En 440, un conflit éclate entre Samos et Milet pour la possession de Priene, une cité portuaire ionienne. Milet étant une alliée d'Athènes, et probablement la cité d'origine d'Aspasie, ce dernier intervient en sa faveur et renverse le régime oligarchique en place, tout en laissant des troupes athéniennes sur place. Le satrape de Sardes renverse les Athéniens, et rétablit l'oligarchie, entraînant une nouvelle intervention athénienne. Périclès envoie alors 200 navires pour reprendre la cité, et après 8 mois de guerre, il renverse à nouveau le régime et met en place une démocratie acquise à Athènes. Il impose un lourd tribut de guerre,
détruit ses murailles et saisit sa flotte. Samos n'est plus une cité alliée ou soumise par Athènes, c'est quasiment une annexion ordonnée par Périclès qui contrôle le gouvernement et la défense de l'île. On pourrait croire que cette intervention n'est qu'une mise au pas d'une cité trop proche des Perses, mais ce serait ignorer les intentions réelles de Périclès. Dans l'oraison funèbre rapportée par Thucydide, Périclès assume que le rôle d'Athènes est d'imposer au monde grec la bonne politique à suivre, bien entendu la sienne, une rhétorique qu'on retrouve plus tard chez la Troisième République lors de la colonisation de l'Afrique et de l'Asie. En résumé, Périclès ne se contente pas de reprendre la logique de domination de ses prédécesseurs sur la Ligue. Il y ajoute une ambition bien plus importante, dominer la Grèce et lui imposer son mode de gouvernement, la démocratie. Le dernier rempart à l'unification du monde grec est une vieille puissance militaire du Péloponnèse, Sparte. Les tensions qui continuent depuis les années 460 culminent lorsque Corinthe part se plaindre à la Ligue du Péloponnèse de l'intervention athénienne à Potidée, sa colonie, poussant les Spartiates à agir contre l'expansionnisme athénien. C'est la guerre du Péloponnèse. Périclès ne connaîtra que très peu ce conflit, et il mourra de la peste en 429. Son successeur, Cléon, ira plus loin dans l'impérialisme. Lors de la révolte de Mytilène l'année suivante, il ordonne le massacre des hommes et la mise en esclavage des femmes et enfants, ce qui sera empêché de justesse par l'Ecclésia. Sa mort, en 422 à Amphipolis, accentue la crise de régime athénienne, privée de figure d'autorité après 30 ans de gouvernance de Périclès. Cela mènera, entre autres raisons, à de nombreuses décisions catastrophiques, provoquant finalement la défaite athénienne de 404 et la mise en place d'une oligarchie à Athènes. Périclès souhaitait imposer la démocratie à la Grèce par la guerre, le monde grec et sa cité ne finiront que dominés par les oligarques. Si on pouvait résumer le 5e siècle avec un seul mot grec, le choix le plus pertinent serait l'hubris, la démesure qui fit échouer le plus grand des empires et la plus puissante des cités grecques. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est vrai qu'elle change un peu des dernières qui portaient plutôt sur l'histoire politique récente, et j'avais envie de reprendre un peu d'histoire antique. D'ailleurs j'ai quelques idées de vidéos, notamment les Gracques à Rome, la régence de Carnaro à Fiume ou encore l'histoire du FN, donc si vous avez un choix ou une autre idée, n'hésitez pas à me le dire. Salut!